19 septembre 2002, 3 heures du matin. Des rafales de Kalachnikov et des explosions de grenades viennent briser le silence de la nuit d'Abidjan. Des rebelles, descendus de Boualkié au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. 2 jours plus tard, j'arrive dans la capitale ivoirienne pour y couvrir les événements pour la télévision française. Je ne le sais pas encore, mais je vais vivre une expérience unique et marquante en me retrouvant confiné à la résidence de France, chez mon père, pendant 69 jours, avec Alassane Ouattara et ses proches. 16 ans après, je reviens en Côte d'Ivoire pour les retrouver et leur faire raconter l'histoire de cette crise. En septembre 2002, une femme était venue me parler. Je l'avais filmée de manière anonyme, afin de préserver sa sécurité. À l'époque, secrétaire particulière de Robert Gueï, elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné Rose Gueï, l'épouse du général. Voici donc son témoignage exclusif, diffusé pour la première fois. Et ils ont commencé à appeler Madame Gueï. La vieille, où tu es? Sors, on va te conduire près de ton mari. La vieille, viens. Dès que Madame Gueï est descendue, il y a un militaire qui a pointé son arme sur elle. Et il y a un autre qui a crié, non, ne tire pas, laisse-la. Et c'est là nous sommes séparés, on n'a plus revu Madame Gueï, elle a suivi les autres. Ils nous ont demandé les clés des chambres. On m'a dit qu'on ne monte pas ici, nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine, on ne monte pas dans les appartements. Et l'autre a mis son canon derrière ma nuque. Il m'a dit, toi tu bavardes trop, tu vas voir, vous allez nous donner les clés. Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'ouvre. On est resté là-bas longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Madame Gueï a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflée 2 fois et après on lui a tiré des coups de feu. Elle est tombée, il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Lorsque l'escadron de la mort arrive chez le général Gueï, de nombreux militaires de sa garde rapprochée se trouvent encore dans la maison. Il y avait le capitaine Fabien Koulibaly, le lieutenant Tchekbe Koulibaly, le caporal Georges Kouadio, le caporal Lama Karamoko, le caporal Diomandé Bonfils, le caporal Blé Maninga, le caporal Bamba Suleiman, le sergent Loi Pascal. Ce jour-là, c'était les militaires qui étaient des gardes. Ils ont tous été tués, hein, ils ont tous été tués. On tue des gens comme ça. Ils n'ont rien fait. Ceux qui ont mené. On rend justice à tous ces enfants. On a tué, qu'on a arraché à leur famille. On les a tués froidement. Que tout le monde sache la vérité. Moi, je pense que le général Gueï a été tué selon un plan établi par ceux qui l'ont tué. Parce qu'il faut se débarrasser des leaders pour être tranquille, comme les militaires l'ont dit. Ils ont profité de ce cafouillage pour éliminer ceux qui les gênent, c'est tout. La plupart des militaires parlaient le bété. Entre eux, ils parlaient bété. Ils parlaient la langue du président. C'était des forces de l'ordre ou Oui, c'était des rebelles? Parce qu'on a dit que c'était les rebelles qui avaient tué les gens. Ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des comme on appelle, des loyalistes. Ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des militaires et ils ont dit qu'on a fini avec le général.
on va retrouver Alassane Ouattara. On l'a tué, on a tué Géorgina, il reste Alassane Ouattara. Voilà les deux personnes qui nous emmènent dans ce pays. Maintenant, on a tué le général, il reste le tour d'Alassane Ouattara. D'ici, on y va. C'est ce qu'ils ont dit. C'est au palais présidentiel que je retrouve Alassane Ouattara. Il y a 16 ans, je l'ai connu opposant, menacé de mort et réfugié dans la maison de mon père. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, je le retrouve président de la République, d'un pays en pleine reconstruction. C'était des moments douloureux, mais enfin, il faut tout de même se remémorer tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais moi déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois le 22 ou le 23 septembre. Alors j'étais chez moi et vers 10h30, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que, paraît-il que le général Gueye, le pauvre, avait été assassiné. J'ai appris qu'il y a un problème et que les gens étaient allés chez le général Gueye et que ça semble n'avoir pas bien tourné et que c'est la même équipe qui serait en train de venir chez le président Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un char, il est facile de se dire que ce n'était pas vraiment pour s'amuser et que donc il fallait prendre des dispositions pour ne pas que ça soit tard. Le 19 septembre, très tôt le matin, on a entendu des coups, des tirs qui détonnaient un peu partout, pas loin de chez nous, parce que dans la rue parallèle à la rue Sainte-Marie où nous habitions, il y avait le domicile du ministre de la Défense. Mais nous, de la fenêtre de notre villa où nous habitions, qui est un duplex, on voyait certains soldats qui se déshabillaient, qui jetaient leur tenue. C'était là la confirmation qu'il y avait une tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Gbagbo. Ma fille Bintou, quelques minutes après, a vu des militaires arpenter les murs et arpenter ce qu'on appelle le portail. C'est là qu'on a su qu'il y a quelque chose de sérieux. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. On croyait tous que c'est une affaire de un jour. Et puis les nouvelles arrivent, Bogadoudou a été tué, Gueye a été tué, etc., etc., etc. On se rend compte que c'est du sérieux. Et puis les jours qui ont suivi, on a vu que nous étions en guerre. Quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer dans ce pays, c'est pas possible. On disait la Côte d'Ivoire, pays béni de Dieu. La guerre, le coup d'État, c'était pour les autres. Et c'était arrivé ici. Le pays était coupé en deux. Il y a un taxi qui arrive. J'ai appelé le président Ouattara pour lui dire, ah voilà, Alassane, nous sommes attaqués par des militaires. Il m'a dit, non, Adama, ne bouge pas. Je vais appeler l'ambassadeur Render, qui était ambassadeur des États-Unis à Abidjan, pour qu'elle vienne vous chercher. Il dit, président, non, ne dites pas à Mme Render de venir, parce que les gens que j'ai vus, ils sont trop excités. Il m'a dit, ben, écoute, Adama, viens alors
avec Ami et les enfants. Quelqu'un vers midi nous a demandé de quitter notre résidence. Bon, je leur ai dit, écoutez, mais pourquoi? Parce que moi, je n'ai rien à voir avec ça, c'est une affaire des militaires. Quelques minutes après, le ministre Adama Tungara, qui est aujourd'hui médiateur de la République, est arrivé avec sa femme et ses 2 ou 3 enfants, nous disant que des gens sont allés chez eux, ils voulaient les assassiner et qu'ils sont venus chercher refuge chez nous. Donc là, on a rendez-vous avec Chérif Ousmane. Chérif Ousmane, c'est un ancien héros de la rébellion de 2002. C'est lui qui tenait entre autres la ville de Bouaké. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 16 ans, quoi. Et c'était au coin d'un feu toute une nuit à Bouaké. Bonjour. Bonjour. On a rendez-vous avec monsieur Chérif Ousmane. On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette crise. D'où on avait un effectif très réduit. On avait du matériel, moins de matériel. On s'est même, je dirais, servi sur le terrain. Donc pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se dérouler en une nuit point, et puis le lendemain, on prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arrivait à organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, céder la réconciliation définitive des Ivoiriens. La rébellion n'a pas été une affaire organisée politiquement et autres. C'est tout simplement le déni et le rejet donc, des militaires, des jeunes militaires, qui a créé la rébellion. Ce n'est pas des hommes politiques qui l'ont fait. Parce qu'ils ont trouvé, ces jeunes militaires, que nous qui étions politiques, nous n'étions pas suffisamment engagés, ça prendrait trop de temps avec nous, nous sommes trop civilisés, entre guillemets, nous ne connaissions pas ce que ces gens-là, comme ils le disaient, avaient comme objectif, c'est de nous exterminer tous. Ils ont décidé de sacrifier leur vie et de prendre les armes. Quand ce coup est arrivé, on a vu des rebelles super bien organisés. Ils ont certes raté leur cible, qui était la prise du pouvoir, mais ils ont réussi à marquer les esprits à Abidjan et ils se sont repliés sur Bouaké. Sur Bouaké, extraordinaire. J'avais rencontré à l'époque des fonctionnaires des Nations Unies, et plus particulièrement du ministère de l'OMS. Ils me disaient, mais c'est des rebelles civilisés. Alors je demandais, mais pourquoi vous dites que c'est des rebelles civilisés, mais ou non? Eh bien nous, on avait des problèmes pour organiser notre campagne de sensibilisation. Mais depuis qu'on est tombé sur ces mecs, ils avaient tel contrôle du territoire qu'on a réussi à mailler tout de suite le territoire. Mais j'en étais étonné, mais il y avait d'autres bruits qui venaient de Bouaké également. Eh bien ces rebelles donnaient à manger aux populations, rassuraient les populations, essayaient de leur dire qu'ils ne sont pas venus leur faire du mal, mais plutôt pour régler un problème qu'avait la Côte d'Ivoire. Ben, pour une rébellion, dans un premier temps, quand même, c'était impressionnant. Alors, Bouaké se retrouvait progressivement être la zone plus pacifiée, parce que lorsque vous étiez à Bouaké, vous êtes moins inquiété que si vous étiez à Abidjan. Et effectivement, à Abidjan, la situation se tend. Les rebelles ont quitté la ville, le général Gueye a été assassiné avec sa femme, et les escadrons de la mort sont à la porte de la villa des Ouattara. Je lui ai dit, monsieur le président, il faut qu'on parte. Il m'a dit, bon, je peux quand même aller chercher mon cellulaire dans la chambre. J'ai dit oui, mais il faut qu'on parte. Quand on a entendu des coups
sur le portail. Il voulait défoncer le portail, et c'est là que j'ai entendu Soro dire, Monsieur le Premier ministre, descendez. Quand il a crié descendez, j'ai su qu'il y avait danger. Parce que Soro ne se serait jamais permis d'interpeller le Premier ministre Ouattara, en son temps, à plus forte raison, crier sur lui, lui faire une injonction de descendre. Vous savez, c'était horrible. Bon, d'abord, je n'y croyais pas, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi? Et là, qu'est-ce qui se passe? J'appelle automatiquement le ministre de la Défense, Lida Kwasi. Je lui dis, mais Lida, j'apprends qu'il y a des hommes en âme qui viennent chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, ils viennent pour protéger votre résidence. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et après, nous avons eu des coups de fil persistants, des gens nous disant, ils viennent vous tuer. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible, je viens d'avoir le ministre de la Défense. Et en temps, j'avais même appelé aussi le général Doué. Je lui ai dit qu'il était un ami, et je lui ai dit, mais mon général, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, ne vous en faites pas, ce sont des gens qui viennent sur instruction du ministre de la Défense pour votre protection. C'est quand mes gens ont insisté pour dire que c'était pour m'assassiner et qu'il fallait que je quitte ma résidence, que bon, j'ai décidé, après l'avis d'Adama Tunkara, qui avait eu des militaires chez lui, dans sa maison, dans sa cour, que j'ai décidé donc d'aller à l'ambassade d'Allemagne. Ça, c'est une situation vraiment ubiesque. Nous ne sommes au courant de rien et on nous pourchasse. On a failli me tuer chez moi, et maintenant on se réfugie chez le président, chez toi Alassane, et voilà qui viennent après toi. Mais tout ceci a commencé avec ce concept de l'ivoirité. Il faut qu'on soit juste devant l'histoire, quoi. Il faut qu'on dise la vérité. L'ivoirité, ce mal qui ronge la société ivoirienne. Au début, concept culturel visant à promouvoir les cultures et productions nationales, cette idée est vite dévoyée en une idéologie raciste visant à exclure certains citoyens ivoiriens, notamment ceux du Nord. En 1994, était dictée la règle selon laquelle est reconnu ivoirien les seules personnes arrivant à prouver que leurs 4 grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Or, la population ivoirienne est une société cosmopolite du point de vue ethnique et culturel, où la part des résidents étrangers atteint presque les 30%, dont 70% de musulmans. Très vite, c'est donc toute une frange du pays qui est ostracisée. La Côte d'Ivoire du Nord devient ainsi celle des mauvais ou des faux Ivoiriens. Ce système, dénoncé comme xénophobe par la Fédération internationale des droits de l'homme, présente l'avantage pour ses promoteurs d'exclure de facto le nordiste et musulman Alassane Ouattara de la vie politique nationale. L'ivoirité même est au cœur même de la crise qu'a traversé ce pays. Parce que c'est elle qui a crispé la société ivoirienne. Le fait que certains se sentent exclus par le fait qu'on leur dise, de par leurs origines, qu'ils ne sont pas au cœur de cette société, qu'ils ne sont pas des membres de cette société, a posé problème à un moment donné. Que ces personnes aillent chercher leur pièce d'identité et qu'on leur demande de venir avec leur grand-père pour prouver leur filiation, reconnaissez quand même qu'il y a quelque chose de frustrant dans ce type de situation. Et on a pensé qu'à un moment donné que c'était de la plaisanterie, mais même un flic dans la rue pouvait décider de qui était ivoirien, qui n'était pas. Les mots politiques en cette période étaient de nature à diviser véritablement la Côte d'Ivoire. Faisaient d'une partie de la Côte d'Ivoire des vrais Ivoiriens et d'une autre partie de la Côte d'Ivoire qui étaient pratiquement de faux Ivoiriens qui, s'ils veulent être Ivoiriens, il faut qu'ils arrivent à prouver
par A plus B, quitte à ce qu'ils aillent même déterrer leurs parents défunts, il faut qu'ils arrivent à prouver que ceux-ci étaient ivoiriens. Donc du coup, pour nous, c'était de pouvoir arriver à une Côte d'Ivoire, je dirais, des Ivoiriens tout court. Tout le monde voyait venir, tout le monde savait, parce qu'il y avait une haine pas possible. Pas possible, une haine pas possible. Et c'est cette haine-là qui a conduit à tout ce qui s'est passé. Cette haine exacerbée est aussi responsable de la destruction des quartiers précaires à Abidjan. Quartiers peuplés à majorité de ressortissants étrangers ou d'Ivoiriens du Nord. De nombreuses victimes y sont à déplorer. Ce concept d'ivoirité, le président Bédié l'utilise à des fins politiques afin de priver Alassane Ouattara d'une participation à l'élection présidentielle. Bédié était confronté à une concurrence politique venant de quelqu'un qu'à l'époque on appelait Alassane Ouattara. Donc tous les traits constitutifs de l'identité de ce Alassane étaient stigmatisés et du coup il y a eu beaucoup de personnes, en tout cas une bonne partie de la Côte d'Ivoire qui s'est identifiée à cet exclu politique. Et du coup, ça a provoqué cette déflagration à un moment donné parce que c'était des peurs contre des peurs. Des peurs, d'un côté la peur de perdre le pouvoir si celui-là arrivait dans l'arène, et de l'autre côté la peur d'être exclu si on laissait perdurer ce discours autour de l'ivoirité politique et laquelle ivoirité politique était discutée à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social, qui a d'ailleurs produit un document de validation même de l'idée. Et puis ensuite, ça a été constitutionnalisé, voilà, à travers l'article 35. Le bruit des tirs résonne encore dans Abidjan ce 19 septembre 2002 et la menace est toujours présente devant la résidence des Ouattara. Un char de la présidence, le Comoé, essaye d'enfoncer le portail. À l'intérieur de la maison, il faut s'organiser. Ce jour-là, par miracle, il y avait une échelle. Je savais, en tant que responsable de la sécurité, qu'il pourrait avoir des problèmes et que je n'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit et même passer par la porte. Il se pourrait que je ne puisse pas le faire. Donc je m'étais organisé et je faisais en sorte, à chaque fois que les employés finissent de travailler, ils avaient une échelle. Je m'organisais à la mettre quelque part, sachant que je peux en avoir besoin. Et donc c'est cette échelle, ces jours-là, que j'ai utilisée. Je l'ai placée et je les ai fait passer par cette échelle dans la cour de l'ambassade d'Allemagne, les uns après les autres. Et après, j'ai tiré l'échelle avec nous, parce qu'elle pourrait être utilisée après, donc j'ai tiré avec nous dans la cour là-bas. Mais à peine on est arrivé là, que le char était à la porte. Et c'est là que nous sommes arrivés et nous avons donc passé la clôture pour aller à l'ambassade d'Allemagne. On arrive, il n'y a personne. Nous avons cherché une entrée, tout était fermé. C'est Soro qui est parti taper à la porte et il y a un gardien qui est apparu. Et lui, il a dit, bon, rentrez, c'est ainsi que nous sommes rentrés. C'était une situation vraiment dramatique parce que ils ont passé tout le temps à vouloir défoncer le portail pour venir chercher le président Ouattara. Depuis leur refuge improvisé, ils assistent impuissants à l'invasion de la villa des Ouattara par l'escadron de la mort. Il s'en est fallu de peu. On les voyait, on assistait à tout ça. Et après, ils ont ramassé tout ce qui était dedans. Ils insultaient. On va le tuer aujourd'hui, il ne peut pas s'en sortir. On entendait tout ce qu'ils disaient. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles,
Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Et puis ils disaient, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer, on le cherche, où est-ce qu'il est, etc. Et ils commençaient à danser, enfin vraiment c'était horrible. Des gens, on dirait c'était des sauvages, pardonnez-moi le terme. Moi j'étais choqué de voir que mes compatriotes ivoiriens pouvaient se conduire de la sorte et étaient effectivement venus pour m'assassiner. Ces gens-là sont purement et simplement des assassins. Alors qu'Alassane Ouattara réussit à escalader le mur qui le sépare de l'ambassade d'Allemagne, en ville, le chaos continue. Les opposants sont recherchés, pourchassés, éliminés. Amadou Gon Coulibaly, proche de Ouattara et numéro 3 du RDR, est obligé d'user de subterfuges pour se cacher et trouver un endroit sûr où se réfugier. J'avais eu le sentiment que là où j'étais, que je n'étais pas peut-être totalement en sécurité, et j'ai essayé de voir si je pouvais aller donc ailleurs. J'étais en contact donc avec un de mes oncles qui a essayé de m'organiser une sortie pour que j'aille dans un immeuble qui était donc à Cocody. Alors je vais dire quelque chose qui va vous faire rire. Pour partir, je m'étais donc habillé en femme. J'avais une robe. On m'avait mis un genre de bonnet de femme. Et puis bon, j'étais tellement pressé, c'était à la fin de la journée, que j'ai plié mon pantalon qui est monté jusqu'au niveau de mon genou. Et puis j'avais donc la robe donc sur moi, et puis les pantalons remontés jusqu'au genou. Et je me rends donc dans cet immeuble. Au moment de monter en gare, je vais, et puis, bon, je vais monter, je vois des gens. L'ascenseur, il y a des gens. Bon, j'ai le sentiment que, bon, qu'on me reconnaît à un moment donné, donc j'en ai marre, je dis, bon, je retourne dans la voiture. Je repars en voiture, et là, le pantalon descend. Donc, il y a des gens qui me voient avec une robe de femme, un pantalon qui descend, et puis donc un bonnet, bon, et j'en avais tellement marre que j'ai carrément enlevé le bonnet, et puis j'ai dit, bon, pour qu'il sache que c'est moi, et puis un point c'est tout, et puis je marchais allègrement, je suis allé monter donc dans la voiture où mon oncle m'attendait, et là on était quasiment à l'heure du couvre-feu, il était à 10 ou 15 minutes du couvre-feu. Ce jour-là, Soro, je ne l'ai jamais vu autant embêté. J'ai commencé à faire le tour de la maison pour voir s'ils arrivaient à rentrer, où est-ce que je pouvais cacher le président. J'ai tourné. La maison, il y avait une dalle. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de truc. C'est une dalle, tu ne peux rien faire, aller là-haut. Il n'y avait vraiment pas de moyen de cacher quelqu'un à un endroit. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Parce qu'il avait avec lui son patron, son épouse, il a fait le tour partout. Mais il n'y avait aucune place, il n'y avait rien à faire. C'est pendant que je tournais, je suis revenu, il y a M. Tungara qui est venu vers moi pour me dire, ah, Soro, tu sais, le patron veut descendre parce qu'il pense que c'est lui qu'on cherche et que si lui on l'attrape, il va pouvoir sauver nos vies. Alassane a été dire à son épouse qu'il allait se livrer. À un moment donné, nous étions 17 dans la maison. Moi, j'ai dit à Adama Tunkara, écoute Adama, c'est moi qui veux le tuer. Alors, tu sais, c'est très simple. J'ai tout réussi dans ma vie. Moi, je vais descendre. Ils vont m'assassiner. Et comme ça, vous aurez la vie sauve. C'est-à-dire que, généralement, le chef envoie les autres à la mort. Moi, mon chef, lui décide d'aller à la mort.
pour nous sauver. Je lui ai dit, Alassane, mais tu sais que chez nous, au nord, dans l'histoire du Madin, les grands chefs sont toujours tombés avec un de ses lieutenants, avec un de leurs lieutenants, le plus proche. Il se trouve que, par hasard, par la volonté de Dieu, je suis avec toi. Mais moi, je descendrai avant. C'était des moments très, très, très durs. Tous les hommes m'ont dit, non, président, si vous faites ça, nous, on descend avec vous. J'ai dit, mais moi, je serai avec vous. S'ils descendent, tous on descend. Donc, je crois que c'est ce qui a fait qu'il n'est pas sorti. J'ai appelé ma fille, Bintou. Pour lui dire, écoute, Bintou, la vie, c'est comme ça. Hein? C'est un chemin qu'on emprunte et qui, quelquefois, tu arrives à la fin de cette voie. Tu empruntes le chemin et la voie finit quelque part. J'ai dit, bon voilà, je crois que le temps est venu pour toi de t'occuper de ta maman. Il faut que tu sois brave. L'escadron de la mort menace désormais de défoncer la grille de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Pendant ce temps-là et dans l'urgence, l'ambassadeur de France et mon père s'activent en coulisses. C'est là que j'ai donc reçu un appel de l'ambassadeur Renaud Vignal me disant « Monsieur le Premier ministre, je viens de recevoir un appel du président Chirac, je viens vous chercher, tenez bon. » Entre 11h30 et minuit, on nous a dit de descendre avec 3 véhicules. On est sorti, on est monté dans le véhicule où il y avait l'ambassadeur, le conducteur, et l'ambassadeur avait porté un gilet, je me souviens, et il a habillé le président avec un autre, et il s'est couché sur le président pendant qu'on sortait de la cour. Dominique et moi, nous nous sommes couchés sur le siège arrière, on nous a recouverts de gilets pare-balles, et c'est comme ça que nous sommes sortis, parce que quand on sort de ma résidence, il fallait passer devant la résidence présidentielle pour aller à la résidence de France. Alors, je peux vous dire que c'est des moments dont je me souviendrai. Et le président Ouattara, ce qui m'a frappé en l'homme, c'est qu'il n'a jamais paniqué. Moi, je l'admirais avant, hein. Mais je crois que c'est ce jour-là que j'ai dit oui, ce monsieur, on peut le suivre. Nous sommes arrivés dans la résidence de France. On a été très bien accueillis par M. Renaud Vignal et Dominique May. Alassane Ouattara à l'abri, Renaud Vignal ressort de la résidence de France pour aller parler aux militaires ivoiriens qui, menaçants, se sont postés devant l'entrée. Et c'est là qu'il m'a dit que le conducteur du char était un certain Seka Seka. Et je crois qu'il était l'aide de camp de Simone Babo, qui lui a dit Monsieur l'ambassadeur, il a échappé belle parce que j'étais venu pour le tuer, celui-là.
Cette violence, au sein de la population ivoirienne, a été portée par une presse partisane et des médias complices. Ce conflit est aussi une guerre psychologique et chaque camp utilise la presse comme un instrument de propagande redoutable. Un instrument qui fait des ravages. Tous les jours, les nouvelles les plus folles, fausses ou démentes sont livrées aux Ivoiriens dans un déni constant d'objectivité, de recul et de professionnalisme. Les médias ont joué un rôle très négatif dans la crise ivoirienne. Ils ont empoisonné les esprits. Ils ont tué la société ivoirienne. Ils emmenaient la société ivoirienne droit dans le mur. Et plus ils développaient le discours de la haine, plus ils vendaient. Dénonciation, diffamation, appel au meurtre. Tous les coups sont permis dans la presse ivoirienne de l'époque. Et plus c'est gros, plus ça passe. Comme ici, où on annonce en une la libération de Bouaké, qui n'a jamais été libéré, ou là, ce titre surréaliste, Enfin la guerre. Ou encore ceci, les rebelles vendent des organes humains. Tout cela pourrait faire sourire si cela n'avait eu des conséquences dramatiques pour certaines personnes, comme Alassane Ouattara qui, bien évidemment, a lui aussi été victime de cette presse en délire. Je vous ai amené un petit souvenir de l'époque et je voudrais juste que vous me commentiez si ça vous rappelle. Ah oui, oui. Vous voyez, hein? Vous voyez. Ah oui, vous voyez. Je peux montrer ça à la télévision, là, vous voyez. Ça confirme exactement ce que je disais. Ce sont des gens qui ne sont pas des démocrates. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner des élections de manière transparente et démocratique. Ils ont tout fait. Ils ont voulu me tuer, mais le peuple ivoirien ne l'a pas souhaité ainsi. Mais j'étais bien jeune, hein. Ah oui, j'étais... Oh là là, quelle tristesse. C'était des fabricants de haine, de mensonges, des gens, honnêtement, qui n'auraient jamais dû être à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, journalistes, on a joué un rôle très négatif dans cette crise, il faut l'avouer. Ça a été vraiment la période la plus noire pour le journalisme. Parce que c'était n'importe quoi. On recrutait des gens qui ne savaient pas écrire, mais dont la seule fonction était d'insulter. On ne peut pas imaginer combien ce que les gens se lèvent le matin, ce qu'ils lisent le matin en allant acheter leurs journaux, peut les amener à faire ou peut les amener à penser. La télévision donc, nationale de l'époque était justement là pour ça, donc pour exacerber donc, ce sentiment donc, anti-Nord. Et les journaux, oui, le sentiment anti-Nord donc, dans le pays. On se souviendra tous encore de ces phrases de Mme Gbagbo qui disait « le Nord va payer ». La télévision d'État qui était regardée par tout le monde, on ne servait que ça à longueur de journée. Que ce soit dans les chansons, que ce soit tout ce qui touche à la vie, tout court, était empoisonné par cette situation des nordistes, des musulmans, de toutes sortes de choses. Personne, pendant un temps, ne peut oublier ce qui se disait en ce moment-là, ce qui se passait, parce qu'on a tellement préparé moralement les Ivoiriens à en découdre. On les a... que ça ne pouvait pas se passer autrement. C'était le délit total. C'était le délire. D'un premier temps, même nous, journalistes, nous était interdit de donner la parole à ce qu'on appelait les assaillants. Parce qu'il y avait une machine, c'était derrière qui matraquait, il n'y avait pas un autre son de cloche. Tu ne pouvais pas dire autre chose.
Quand tu le disais, tu étais complice des rebelles, des assaillants, comme on disait. Et les journaux qui étaient catalogués proches des rebelles, c'est-à-dire les journaux proches du RDR, ils étaient déchirés. Mais ça, vous étiez incendiés même. C'était la haine totale. Les discours en cette période-là, il était dit que ce sont des mercenaires venus du Burkina, du Mali et tout ça qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Donc du coup, on pouvait tuer n'importe qui. Un jeune du là, un Lodjineka, un gars qui venait de Séguéla, on pouvait le tuer, faire croire qu'il faisait partie de la rébellion. Personne ne lisait le journal de l'autre camp. Chacun allait chercher dans les journaux ce qu'il avait envie de lire. Donc du coup, cette fracture sociale, cette bipolarisation de la société a été organisée par la presse. Ils étaient nombreux, très nombreux ce samedi, les hommes et les femmes de tout âge, de toute couche sociale, à l'esplanade de la grande poste du plateau, jusqu'à la place de la République. Cela à l'occasion de ce deuxième grand rendez-vous de l'Alliance des jeunes pour le sursaut national. Nous, journalistes, on a compris qu'on nous manipulait. Mais on utilisait ça pour manipuler la foule. Et on a pu voir des grandes manifestations ici qui ont dû drainer peut-être 1 million de personnes. On a assisté à des trucs abominables ici. Il y avait des journalistes qui appelaient au meurtre de leurs confrères journalistes. Il y avait des journaux qui demandaient qu'on tue des populations. On en était arrivé là. Les journaux qui ont appelé au meurtre, il y en avait plein. Cette presse, elle est condamnable, elle est dangereuse. Elle fut dangereuse, elle est encore cette presse. À la résidence de France, la vie s'organise peu à peu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 23h40. Voici les dernières informations. Des rituels s'installent, comme passer des heures devant cette RTI qui régurgite de manière compulsive la propagande du pouvoir en place. Confiné chez mon père avec Alassane et ses proches, je filme ces quelques images furtives, ignorant que ce seront, de fait, les seules archives de ces moments inédits. Il est important que nous disions les choses telles qu'elles sont. On attend toujours le discours du président. Les gens, les spectateurs diminuent. Il n'y a plus que Alassane et mon père. Donc voilà quoi. On ne met toujours pas. Donc il devait s'adresser à la nation à 9h du soir. Il est pratiquement minuit. Jour et nuit, ce sont des coups de téléphone incessants que passent mon père et Alassane Ouattara. Toujours à l'affût des dernières informations, des dernières évolutions politiques de la situation. On prend des nouvelles des uns et des autres, on s'enquiert des proches, restés sans protection en ville, de la violence qui se propage. On est arrivé un jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, et dans la nuit de vendredi à samedi, voici que quelqu'un m'appelle et me dit « Ah, mais Monsieur le Premier ministre, votre résidence est en feu. » Nous avions un système de surveillance qui nous a permis de voir quelles sont les personnes qui l'avaient fait. Ils étaient 3 ou 4, sont venus avec des bidons d'essence. Ils nous ont arrosé la résidence vers 19h, 20h. Et vers 22h, ils sont venus et ils ont mis le feu à ma résidence. Je ne savais pas ce que dire au président. Quand je sais tout ce qui était dans cette maison, tous ces papiers, tous ces documents qu'il avait envoyés, il m'a regardé et dit « Adama, pourquoi tu fais cette mine? Il n'y a pas mort d'homme. C'est la vie qui est importante. Le matériel, ce n'est pas important. » Ça, c'est une leçon que j'ai apprise ce jour-là. Je savais que la vie était importante. Mais dans une telle situation de souffrance, de détresse, la leçon m'est restée en tête et m'a servi quand j'ai appris aussi qu'ils ont mis le feu à ma maison. Dans un rapport d'Amnesty International de 2013, il est dit « L'imaginaire du peuple ivoirien est hanté par une succession d'atteintes très graves aux droits humains qui sont toutes demeurées impunies
en dépit de demandes répétées des organisations de défense des droits de l'homme pour que justice soit faite. L'impunité, dont ont bénéficié notamment les responsables du massacre de Yopougon en 2000, a alimenté les rancœurs des parents des victimes et a entamé la confiance que les habitants de la Côte d'Ivoire avaient dans la justice de leur pays. Aujourd'hui, 16 ans après, Daloa, Monokozoï, Bouaké, la forêt du Banco, Mans, ces noms résonnent encore en moi comme autant de lieux de massacres, charniers, exactions contre les populations civiles. Le clan au pouvoir estimait qu'il était en face, qu'il était confronté à une guerre illégitime. Et que face à une guerre illégitime, il fallait utiliser des moyens tout aussi illégitimes. Et je dirais illégaux. Les escadrons de la mort étaient là pour inquiéter, pour faire peur, pour dissuader cette dynamique politique dans le camp qu'ils avaient le sentiment de contrôler. Mais tout ça montrait les signes de fragilité du pouvoir de Gbagbo. Déjà, son arrivée au pouvoir, ça a été marqué par la violence. Il est arrivé ici dans le sang. Et ce premier conseil des ministres, ça s'est passé quand on a découvert une soixantaine de cadavres derrière la Maca à Yopougon, le charnier de Yopougon. Et puis après, on a vu les escadrons de la mort. On a vu beaucoup de choses. Les arrestations arbitraires, les assassinats. C'est dans les archives de mon père que je trouve la confirmation et les détails de toute cette violence du clan Gbagbo. Une vraie mine d'or. Tout y est décrit, raconté, analysé avec minutie dans ces documents confidentiels. Comme ici, où l'on parle du modus vivendi des escadrons de la mort dans un télégramme diplomatique intitulé « Le temps des assassins ». Je cite « Selon des informations concordantes et dignes de foi, la présidence abrite une cellule chargée des basses œuvres et notamment d'assassiner M. Ouattara, ses proches et les responsables du RDR. » Ou bien encore un peu plus loin ici, une liste noire semble avoir été établie où l'on recense les opposants à enlever et ou éliminer, responsables politiques sympathisants, membres de la société civile. Certains membres de cette cellule, qui circulent d'ailleurs au volant des véhicules volés à la résidence de M. Ouattara, sont ceux chargés de la sécurité du président Gbagbo. Dans ce document, une autre information, cet escadron de la mort, où l'on retrouve l'aide de camp de Mme Simone Gbagbo, et qui vit en toute sécurité dans les locaux de la présidence, a déjà été accusé d'être l'auteur de l'exécution de 2 jeunes musulmans de la famille du numéro 3 du RDR. J'avais une tante qui était à Abidjan donc pour se soigner. Malheureusement, elle est décédée ici à Abidjan et dans cette période, on ne pouvait pas faire autrement que de l'enterrer donc, au cimetière de Villeneuve-Ville. Et le jour de l'enterrement, nous avons appris après, donc le capitaine Sekaseka s'est rendu au cimetière de Villeneuve-Ville et il est rentré, il a abattu donc, au cimetière donc, 2 cousins. Donc le jour de l'enterrement de ma tante. Même la mafia ne fait pas ça. Aller tuer quelqu'un sur la tombe de sa mère. Pour faire appliquer sa politique de terreur, Laurent Gbagbo a une arme redoutable, ceux que l'on appelle les patriotes. Jeunes miliciens de la rue et responsables des basses œuvres du pouvoir, ce sont eux qui contrôlent Abidjan. Avec une armée qui n'arrivait pas à résister ou aller au bout de la rébellion, il s'est donné des moyens supplétifs, qui étaient les jeunes patriotes, à qui on a promis moins merveille. Parce qu'on leur a dit, après la crise, si on s'en sort, votre avenir sera meilleur. C'est logique qu'ils s'engagent comme s'ils sont engagés. Et c'est des jeunes
qui sont victimes des inégalités sociales structurelles en Côte d'Ivoire. C'était des jeunes qui n'avaient rien à faire et qui trouvaient là une opportunité d'auto-valorisation par la musculature. Ils se sont mis au service de Laurent Gbagbo parce qu'ils n'ont connu que celui-là. Cette violence contre Alassane Ouattara sera même poussée à son paroxysme 3 ans plus tard, en 2005, lorsque les partisans de Laurent Gbagbo iront jusqu'à profaner le corps de sa mère. Aller déterrer la mère du président. Je crois que dans l'escalade de l'ignominie et de la méchanceté humaine, on ne peut pas faire plus. J'ai des moments où je me disais, mais quel est leur problème? Qu'est-ce qui leur arrive, ces gens-là? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je veux être candidat, être élu président de la République de mon pays de manière démocratique. Je n'ai jamais pris d'armes. Je ne connais pas, je ne peux pas tirer un pistolet, mais je me suis posé des tas de questions. Mais après, je me suis dit, c'est des animaux, c'est des barbares, ce n'est pas des êtres humains. Leur intention, c'était de tuer d'abord Gueye, ils ont réussi, tuer Alassane et tuer Bédié. Ils voulaient faire disparaître toute l'opposition. Et en se disant que si on tue tous les leaders de l'opposition, on va rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Gbagbo, il était au courant, il était au courant. Lui, son épouse et Blé Goudé, c'est des autorités publiques, que tous les trois étaient les principaux acteurs, je dirais, de tout ce qui s'est passé. Seka était garde de corps, je parle de Madame Gbagbo. Alors, on ne peut pas imaginer que Gbagbo était avec Madame Gbagbo, et puis bon, elle envoyait faire toutes ces choses, et puis lui, Gbagbo, il passait son temps à dormir, il était au courant de rien, c'était des histoires. Il a été interpellé même de manière directe, donc, sur toutes ces choses. Donc, ça l'arrangeait de laisser faire, et même donc d'actionner. Alors, et avec ça, on va dire que lui n'était pas au courant des assassinats, mais ça, c'est de la blague. Autre élément à charge contre le président de l'époque, cette lettre trouvée dans les archives de mon père. Une lettre écrite par un membre de la sécurité rapproché de Laurent Gbagbo, un garde du corps qui en a gros sur la conscience et qui prévient Alassane Ouattara des tentatives d'assassinat dont il aurait fait l'objet, ainsi que du modus operandi des exactions commises contre ses partisans et ses biens. J'écris cette lettre en violation d'une loi professionnelle. Je le fais pour avoir la conscience tranquille. Le vendredi 20 septembre, à l'aéroport, le président, à sa descente d'avion, a été clair. « Que me veut Ouattara ?» dit-il à son chef d'état-major particulier. « Je crois qu'il faut en finir, une fois pour toutes. » Un peu plus loin, dans la lettre manuscrite. Le samedi 21 septembre, on nous dit que vous fuyez le pays. Un important dispositif est mis sur pied de l'ambassade de France à l'aéroport. La mission était de vous tuer. Nous étions 30 éléments avec des armes d'assaut. On y apprend aussi qu'une structure d'un service de renseignement est spécialement créée pour traquer Ouattara, un service géré par le chef de cabinet de Laurent Gbagbo. L'essence pour l'incendie de la villa, l'exécution des partisans du RDR, la mort du général Gueye, selon cette lettre, tout part encore de la présidence. En guise de conclusion, l'auteur déconseille à Alassane Ouattara de se rendre à une réunion de sortie de crise prévue par le pouvoir, car selon lui, si vous y allez, vous êtes un homme mort. Parole d'un acteur. Cela fait maintenant 69 jours qu'Alassane Ouattara vit réfugié au sein de la résidence de France, lorsque des militaires français, des forces spéciales, se présentent à la porte. Je crois que c'était le 27 novembre, si ma mémoire est bonne. Je félicite vraiment les forces spéciales françaises qui ont réussi cette exfiltration. Nous avons été pris en hélicoptère, protégés par
des mitraillettes, pour être sûr que de la résidence de Laurent Gbagbo, on n'allait pas nous tirer là-dessus. On nous a amenés jusque dans une forêt, je pense que c'était vers le Ghana, et c'est là que nous avons donc été mis dans un transal pour nous amener au Gabon. Pendant longtemps, on a cru que la violence c'était le fait des autres. Nous, on était des gens pacifiques, parce que Foubayoum nous a bercé pendant 33 ans avec la paix, le dialogue, etc. On a cru qu'on était d'une autre urgence. On a oublié que quand vous semez la violence, vous récoltez la violence. Quand vous semez cette violence-là, et puis vous semez aussi l'injustice. Quand il y a un petit noyau qui s'accapare tout, et puis les bidonvilles grossissent. Et les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent. Ils vous voient dans vos vieilles grosses 4x4. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On a semé la violence. On a fabriqué la violence, on a eu. La Côte d'Ivoire a vécu des tragédies depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Période de médiocrité, ensuite période de haine, de barbarie, jusqu'à ce que nous puissions sortir de là par des élections démocratiques. C'est pour cela que je tiens beaucoup à la démocratie dans tous les pays africains. Je dis la seule manière d'arriver au pouvoir, ça doit être par les urnes. On doit respecter la volonté du peuple dans chaque nation. Et je continuerai de me battre pour qu'il en soit ainsi. Parce que les coups d'État, les transitions, tout ça, ça ne crée que des problèmes pour plus tard, tôt ou tard.